marocaine et je suis ici à Genève depuis septembre 2011. Ça a été en fait dans le cadre d'une recherche postdoctorale sur l'œuvre de Mohamed Harkoun et son apport dans le dialogue interculturel et interreligieux. Mais j'y reviendrai. Peut-être parler de l'origine de mes intérêts sur les sujets de recherche que je traite actuellement. En fait, j'ai deux grands centres d'intérêt, à savoir la condition des femmes et les mouvements féministes dans le monde arabe, et également tout ce qui relève de l'histoire de la pensée islamique et de l'approche justement de Mohamed Harkoun à travers sa nouvelle discipline qui est l'islamologie appliquée. Alors, donc, comme je vous ai dit, je suis issue de l'immigration marocaine et à Bruxelles, en fait, il y a une population très importante issue de l'immigration marocaine qui est liée à une convention bilatérale liée à la politique de recrutement de main-d'œuvre. Donc, on vient de fêter les 50 ans de présence de personnes d'ascendance maghrébine, en particulier ici marocaine. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur la condition des femmes marocaines à partir des observations autour de moi sur l'impact en fait du code du statut personnel sur le quotidien des femmes, c'est-à-dire très concrètement tout ce qui relève du droit familial, sur le fait que par exemple une femme qui souhaitait divorcer devait avoir en fait l'autorisation du mari pour pouvoir divorcer, puisque à l'époque, avant les réformes de 2004, le divorce était unilatéral et donc c'était une question de répudiation où c'était l'homme qui avait cette possibilité de divorcer. Et donc ce qui a suscité en moi cet intérêt, c'était aussi le fait d'observer que dans la société marocaine, d'où viennent mes parents, il existait des revendications féministes de longue date. Et ce qui a été pour moi déterminant dans la manière d'inscrire en fait ces questionnements dans un cadre académique, c'est que en mars 2000, il y a eu en fait deux gigantesques manifestations concernant en fait l'introduction d'un plan d'intégration de la femme au développement qui avait été présenté au Parlement et qui comprenait plusieurs mesures pour améliorer la condition des femmes dans tous les domaines et évidemment les réformes du code du statut personnel pour plus d'égalité. Puisque ce qu'on doit savoir, c'est que le code de la famille et le code du statut personnel avant les réformes de 2004 s'inspire du droit musulman, de la charia, qui s'est élaboré au IXe siècle, au IIIe siècle de l'islam, et qui, par la force des choses, a entériné les règles matrimoniales de l'époque qui étaient patriarcales, comme pour l'ensemble du monde, puisque l'égalité juridique ici en Europe, elle est totalement récente. Et donc, naturellement, lorsque ces codes de la famille ou codes du statut personnel ont été rédigés, codifiés au moment des indépendances, ils ont entériné cette inégalité des sexes au niveau du couple, à savoir l'autorité maritale, la répudiation, la polygamie, etc. Et donc, au moment où il y a eu cette codification, il y avait déjà en fait un mouvement féministe présent. Je pourrais y revenir, mais pour juste vous situer l'origine de l'intérêt pour ces questions-là, c'est que la question de la Moudawana était devenue une question sociétale au Maroc, où on a pu voir deux groupes d'acteurs sociaux, à savoir d'une part les féministes qui revendiquaient des réformes égalitaires du code du statut personnel, et en phase 2, les islamistes qui
était contre ces réformes du code du statut personnel, puisqu'on touchait un droit qui s'inspirait de la charia et qui, pour les islamistes, relevait de l'intouchable. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que j'analyse ce phénomène-là et que j'en fasse un travail de mémoire. Et j'ai fait, c'était mon travail à l'époque, on disait licence, à l'université de Louvain-la-Neuve. J'ai traité du statut juridique de la femme marocaine, une analyse de la controverse entre les islamistes et les féministes. Et c'est là que j'ai pu mettre en lumière, en fait, les représentations sociales liées à la femme pour les féministes et pour les islamistes, et mettre en lumière qu'il y avait en fait une forme de controverse qui se cristallisait autour du rôle de la femme dans la société et qui, pour les féministes, se fondait sur une égalité des sexes à tous les niveaux de la société, pas uniquement au niveau de la sphère familiale, au niveau politique, au niveau social, au niveau juridique, au niveau de l'enseignement, etc. Et pour les islamistes, il y avait cette forme de complémentarité des rôles avec une différenciation des rôles au niveau de la sphère familiale, au niveau de la sphère sociale et politique, mais qui était, cette complémentarité était sous-tendue par un rapport hiérarchique. Et donc, en mettant en lumière ces différentes conceptions de la femme dans la société, j'ai commencé à réfléchir et à faire des recherches sur l'origine des mouvements féministes dans le monde arabe, puisqu'on est également dans un contexte européen où il y a beaucoup de stéréotypes concernant la femme arabe. Déjà, la femme arabe, c'est vraiment un terme englobant qui occulte la diversité des femmes issues des différents pays musulmans et arabes, et qui la liait justement à une femme soumise qui était plutôt passive et pas actrice de la société. Bien, et aussi ce stéréotype qui mettait en avant le fait que l'homme arabe était essentiellement, fondamentalement patriarcal, misogyne, etc. Et en fait, ces stéréotypes relèvent plus de la période coloniale où il fallait justifier la mission civilisatrice avec cette notion de femme victime à sauver d'une société patriarcale. Et donc, quand j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai la chance aujourd'hui d'être chargée de cours ici à l'Université de Genève, où je donne notamment un cours sur les figures fondatrices du féminisme dans le monde arabe et puis les mouvements féminisme dans le monde contemporain actuellement. Et ce que l'on peut constater, c'est que cette question de l'émancipation des femmes dans le monde arabe et dans le monde musulman commence avec tout ce courant de la Nahda, la renaissance culturelle, dès le début du XIXe siècle. Et ce qu'on constate, c'est que les premiers féministes arabes sont des hommes. Hein, ils sont des hommes à travers déjà des théologiens comme Rifat Tahtawi, qui est mort en 1873, et qui était un théologien réformiste qui va, dès le départ, promouvoir l'égalité des genres dans l'enseignement. C'est-à-dire que ce qui a animé aussi tout ce mouvement de la Nahda, c'est de dire que l'enseignement à l'égard des femmes va être un facteur déterminant pour cette renaissance culturelle arabe. Donc on est parti de l'idée que les femmes sont la moitié de la société et on ne peut émanciper une société, une civilisation sans intégrer la moitié du genre humain. Et donc après ça, il y a eu
un livre très important de Qasim Amin, toujours en Égypte, Tahrir al-Mar'a, l'émancipation de la femme en 1899, qui a provoqué un tollé parce que lui aussi il revendiquait l'émancipation des femmes d'un point de vue juridique, mais également le fait de réviser aussi tout le droit musulman à l'égard du statut des femmes. En Tunisie aussi, il y a eu Taha Hadad qui est également un théologien, un homme intellectuel, mais également un théologien qui sort de la Zitouna et qui avait rédigé un ouvrage qui s'intitule La femme tunisienne devant la loi et la société en 1930. Et lui, il va également mettre en lumière le fait qu'il était extrêmement important, nécessaire de promouvoir l'émancipation juridique des femmes, la participation des femmes dans l'espace public, l'abolition de la répudiation, le remplacement de la répudiation par le divorce judiciaire, où la femme pouvait également divorcer, l'abolition de la polygamie. Et ce qui est très important et déterminant en Tunisie, ce qui a été vraiment déterminant au moment où il y a eu l'indépendance avec Habib Bourguiba, c'est que Habib Bourguiba va s'inspirer de toute son œuvre lors de la promulgation du Code du statut personnel en Tunisie en 1956. Donc, pour vous dire que la condition des femmes en Tunisie doit beaucoup à l'œuvre de ce réformiste musulman qui est Taha Hadad. Alors, autre chose, pas que des hommes féministes, il y a également évidemment des femmes et des grandes femmes, et la première femme est Houda Shahraoui, qui était une égyptienne et qui en 1923 va créer justement l'Union féministe égyptienne, qui va défendre les droits des femmes, qui va s'allier à des femmes de toute origine sociale, mais également de confessions diverses. Il y aura des femmes également coptes qui seront associées à cette union féministe égyptienne. Et elle va provoquer tout un mouvement féministe au sein même de la société, en essayant de promouvoir l'éducation, mais également des femmes des classes populaires, évidemment au niveau du droit, en demandant vraiment qu'il y ait une égalité des sexes au niveau juridique, au niveau de la condition des femmes, participation politique, etc. Mais elle ne va pas seulement se limiter à la nation égyptienne, il y aura vraiment des congrès internationaux au niveau du monde arabe. Ce sera une forme de panarabisme féministe arabe. Et plus que ça, au niveau de l'amélioration de la condition des femmes au niveau du monde entier. C'est-à-dire qu'elle a participé aussi à un congrès, par exemple, international à Rome en 1923, où elle s'est alliée avec des féministes européennes pour améliorer la condition des femmes. Puisque vous savez qu'ici aussi en Europe, on était loin encore d'une égalité juridique, même avec la philosophie des Lumières, la Révolution française, il n'y a pas eu. Il y a eu vraiment un suffrage universel masculin en 1848, mais les femmes n'ont pu obtenir le droit de vote, en tout cas en France, grâce au mouvement féministe suffragette, qu'en 1944. Donc on est vraiment dans un espace et dans un temps où ces questions traversent toutes les sociétés, ces questions de la condition des femmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir et à faire des recherches, en particulier sur le féminisme au Maroc, où la première figure féministe historique est Malika El-Fassi, qui est la sœur de Alaa El-Fassi, qui a créé au sein même du parti de l'Istiqlal, de l'indépendance, une section féminine qui réfléchissait justement
à l'amélioration de la condition des femmes au niveau du code du statut personnel notamment, et qui a créé une association qui s'appelle Khawat Safa au sein du parti de l'Istiqlal. Mais vraiment, ça, c'était déjà avant l'indépendance. Mais après l'indépendance, les mouvements féministes vont s'intensifier parce que, au moment de la codification, ils ne vont pas tenir compte des demandes, des réformes égalitaires de ce groupe féminin, qui sont vraiment les fondatrices du féminisme marocain. Et dès 1956, il y aura des revendications qui vont s'intensifier au lendemain de l'indépendance. Et puis, elles vont vraiment mettre en lumière, les féministes, la contradiction qui existe entre la déclaration de l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi, qui est inscrite dans la première constitution marocaine en 1962, et l'inégalité instituée au niveau du droit familial. Et donc, ça a été une contradiction importante qui existe dans l'ensemble du monde arabe et musulman. Et en fait, ce qui mobilise de manière prioritaire les mouvements féministes, c'est cette inégalité instituée au niveau familial, au niveau du code de la famille ou du code du statut personnel. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que, et puis là, je vais aller assez rapidement, mais au niveau du Maroc, le mouvement féministe est issu de la gauche politique. Il y aura vraiment d'abord une cellule féminine qui va se constituer au sein de l'Union des forces populaires au Maroc. Et dès 1975, elles vont à nouveau demander des revendications de réforme, d'abolition de la tutelle matrimoniale, de la répudiation, etc. Et ce qui va vraiment faire en sorte qu'il y aura une pression sociale, parce qu'on est quand même dans un cadre non démocratique au Maroc. Et malgré cela, les femmes qui vont prendre conscience, ces féministes qui vont prendre conscience qu'au Maroc, les partis politiques ne vont pas prendre en considération nos revendications en disant que ce n'est pas une question prioritaire, un peu comme les partis politiques socialistes en Europe, en disant que c'est une question qui va plus nous diviser et qu'il y a d'autres questions sociales plus importantes. Eh bien, elles vont s'émanciper des partis politiques pour plutôt s'investir au niveau des mouvements associatifs. Donc, elles vont agir au niveau de la société civile. Et en cela, moi je considère que les féministes dans le monde arabe, et ici en l'occurrence au Maroc, elles sont des actrices de la démocratisation. Elles sont vraiment des actrices de la démocratisation parce qu'elles ont pu créer différentes associations et qui vont jouer un rôle déterminant au niveau politique. Donc, par exemple, en 1985, il y aura la création de l'Association démocratique des femmes du Maroc. En 1987, il y aura la création de l'Union pour l'action féminine. Et cette association sera présidée par Latifa Jebebdi, qui va, en 1992, créer une pétition 1 million de signatures pour une réforme du code du statut personnel. Et ça va être un tournant déterminant dans l'histoire du féminisme marocain, dans la mesure où cette pétition va être adressée au roi Hassan II, à l'époque, au niveau des parlements, cette pétition va être adressée, mais également au niveau de différents organes de presse. Donc ça va vraiment devenir une question sociétale. La population va être sensibilisée par cette question. Et puis, on va arriver dans un cadre paradigmatique islamiste à partir des années 80. Donc, les féministes devront vraiment composer également avec cette force sociale importante qui va faire de la question des femmes et de la question de la Mudawana une question essentielle qui va être considérée comme étant intouchable, parce que ce qui va être mis en avant
dans la conception islamiste et pour certains spécialistes comme Shahla Shafik, la question du genre, l'organisation des rôles féminins et des rôles masculins, et dans la conception islamiste comme étant un fondement important. C'est-à-dire que la valeur famille, où la femme est vraiment le pilier de la famille, et où la famille est considérée comme étant le ciment de la société, donc équilibre, basé sur une répartition des rôles à partir des hommes et des femmes, donc l'espace masculin public de pouvoir, l'espace féminin privé mais de dépendance, est considéré dans la vision islamiste comme étant un fondement de la société et un gage pour le bonheur des êtres humains. Et donc, le fait qu'il y ait des revendications égalitaires au niveau de cette sphère privée, eh bien, et avec l'émergence de l'idée d'individu et de la liberté dans une approche égalitaire, eh bien, ça a été vécu par les islamistes comme étant une menace pour l'identité islamique, l'identité de la famille islamique, etc. Toujours est-il que les féministes ont poursuivi leurs revendications malgré un contexte hostile à leurs demandes, et en 2004, le roi du Maroc, Mohamed VI, a pris en considération les demandes des féministes, les demandes des islamistes, et a créé ce qu'on appelle un féminisme islamique d'État, où il y a eu des réelles réformes de la Moudawana, et où l'autorité maritale a été abolie. Donc on est vraiment dans une autorité conjugale, il y a une égalité. Le divorce peut être obtenu actuellement par les femmes, et c'est une grande avancée dans l'histoire du féminisme marocain et de la condition des femmes. Puis il y a aussi l'autorité conjointe par rapport à l'éducation des enfants. Il y a énormément de réformes. Il y a encore des limites. Il n'y a pas eu une abolition de la polygamie, mais avec restriction, c'est-à-dire c'est lié à l'appréciation du juge, etc. Donc voilà, ça c'est pour les mouvements féministes dans le monde arabe, et pour vous dire qu'en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, dans ces sociétés qui sont traversées par les printemps arabes, eh bien, c'est un groupe d'acteurs sociaux qui est déterminant dans le devenir de la société. Par exemple, on a vu en Tunisie, malgré le fait que là, la condition des femmes, grâce à l'héritage bourguibien, est fortement avancée, eh bien, on a vu qu'à l'arrivée au pouvoir des islamistes, la Nahda, eh bien, il y a eu des tentatives de retour en arrière. Par exemple, en 2012, il y a eu la proposition de remplacer l'article concernant les femmes et les hommes au sein de la famille d'égalité, de le remplacer par le concept de complémentarité. Et évidemment, pour les féministes, qui dit complémentarité, eh bien, dit rapport hiérarchique des sexes. Et il y a eu un tollé de contestation. Les féministes sont descendues dans les rues durant l'été 2012, et elles se sont vraiment organisées en tant que rapport de force d'opposition. Donc c'est ce qui caractérise vraiment un processus de démocratisation. C'est quand différents groupes sociaux peuvent débattre et rentrer dans une forme d'opposition aussi, pour pouvoir aboutir à un accord concernant les différentes positions par rapport, ici en l'occurrence, la place des femmes dans la société. Et on a vu qu'en 2014, la Constitution, sous un gouvernement quand même islamiste, a intégré le principe d'égalité des sexes au niveau de la Constitution, mais aussi la liberté de conscience. Et ça, c'est une première dans l'histoire du monde arabe et musulman. Et donc, tout cela pour mettre en lumière le rôle de ces femmes en tant qu'actrices
de la société et en tant que sujet actif dans la détermination et l'orientation du devenir de la société, puisque nous sommes quand même dans des contextes de transition historique structurelle.